Il y a pas longtemps, j'ai lu un livre de Julien Rochdy qui a fait pas mal parler de lui il y a quelques mois. Bon écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer mon bouquin à certaines féministes un peu connues et médiatiques dans l'espoir de les faire changer, de les faire réfléchir si c'est encore possible. Et parmi ces féministes, il y avait Marguerite Stern, ancienne membre des Femen, ce mouvement féministe radical, connu pour ses actions chocs faites principalement de cris et de seins nus. Marguerite Stern est aussi connue pour ses collages contre les féminicides, et plus récemment aussi pour avoir délaissé le féminisme au profit du femélisme. En gros, du féminisme sans théorie du genre et sans les trans. Un féminisme qui défend la femme biologique. Et ce qui est étonnant, c'est que Marguerite Stern a beaucoup apprécié ce livre de Julien Rochdy. Et à la surprise de toutes, et peut-être surtout d'elle-même, elle s'est rendue compte qu'elle avait beaucoup d'idées en commun avec Rochdy, que certains qualifient pourtant de masculiniste. Celui qui était censé être son ennemi s'est finalement avéré être quasiment un allié, tant elle partage d'idées avec lui. Il n'y a pas longtemps donc, j'ai lu un livre. C'était L'amour et la guerre de Julien Rochdy. Et ce livre, je l'ai lu avec le plus grand critique du féminisme actuel, sur YouTube en tout cas. Je parle bien sûr de Moss, de la chaîne Moss Majorum. Si Julien Rochdy critique si durement le féminisme actuel, c'est parce que ce féminisme considère que pour éliminer les tensions entre les sexes, il faudrait supprimer leurs différences. Or, ces tensions entre les deux sexes me paraissent être le prix de la possibilité même de l'amour. Et si Marguerite Stern a pu être touchée par ce livre, c'est en grande partie parce que le féminisme actuel rejette l'idée même de nature, alors qu'elle, au contraire, cherche à y revenir. Le féminisme actuel va d'ailleurs jusqu'à rejeter l'idée selon laquelle la biologie pourrait avoir une influence sur les différences entre les hommes et les femmes. Le féminisme actuel ne tient que par l'idée de construction sociale. Et les féministes ont donc tout intérêt à tenir la biologie et la génétique les plus éloignées possible de leur bouillie idéologique. En 1975, Edward Wilson publie Sociobiologie, une nouvelle synthèse. C'est donc dans ce livre que le terme de sociobiologie est utilisé pour la première fois. C'est en gros une sociologie des animaux expliquée par leur biologie. Alors jusqu'ici, tout va bien. Les problèmes commencent pour Wilson quand il annonce que la sociologie des êtres humains pourrait également être comprise par la biologie. On est en plein milieu des années 70, au moment où le marxisme domine chez les intellectuels et notamment dans les universités. Wilson se fera copieusement insulter par la gauche et ça ira même jusqu'à des agressions physiques pendant ses conférences. La gauche, comme on l'aime, ouverte et tolérante. Mais loin de se laisser démonter, certains chercheurs vont continuer d'explorer la piste de Wilson. La sociobiologie devient alors progressivement la psychologie évolutionniste, qui est toujours rejetée par beaucoup de féministes. Notamment parce que ça ramène à une certaine forme d'essentialisme. Or, dans une société postmoderne ultra-individualiste comme la nôtre, penser qu'on puisse être le produit d'autre chose que de soi-même, c'est inadmissible. Ça remet aussi en cause les explications purement sociologiques, parce que si nous avons progressivement renié Dieu au profit de la nature, c'est aujourd'hui au tour de la nature d'être reniée, car elle est considérée comme un obstacle à la liberté de l'être humain. Ce qui remplace la nature, le nouveau Dieu vers qui il faut se tourner pour expliquer le monde, c'est la société. Les théories des constructivistes des années 70 postulent que tout ce qui est humain n'est que construction sociale et que la liberté, forcément synonyme de bonheur, doit s'obtenir par la destruction systématique des legs de la tradition. En clair, c'est l'existentialisme de Sartre qui a gagné. Pourtant, malgré cette obsession du rejet de la nature, en 2010, le psychologue Richard Lipa a publié une étude dans laquelle il comparait les différences hommes-femmes dans 53 pays. Systématiquement, il remarque les mêmes tendances psychologiques entre les sexes. Quel que soit le pays, quelle que soit la culture, un homme a tendance à agir comme un homme et une femme a tendance à agir comme une femme. Oh ben ça tombe bien. Et la grande idée derrière la psychologie évolutionniste, c'est que survivre et procréer ont toujours été les principes personnels et à ses loisirs. Or, cette situation est très récente. La nécessité de survivre a longtemps été le quotidien des êtres humains. En fait, notre monde a beaucoup changé.
et en très peu de temps. Mais nous, êtres humains, sommes restés quasiment les mêmes. Pour donner un exemple très concret, nous avons dans notre corps des choses qui ne servent plus à rien. Quand on a la chair de poule, par exemple, parce qu'on a froid ou parce qu'on a peur, c'est à cause d'un vieux réflexe que nous possédons, hérisser nos poils. Or, mis à part certaines féministes, nous n'avons plus la fourrure de nos ancêtres. Le problème du féminisme actuel, c'est qu'il évacue totalement l'aspect génétique, l'aspect naturel des choses, pour lui préférer une explication purement sociologique. Si les sociétés humaines sont organisées comme elles le sont, ce n'est pas à cause d'un complot patriarcal, mais bien à cause d'une nécessité naturelle. Le fait que les femmes tombent enceintes explique déjà beaucoup dans les rapports sociaux. L'homme et la femme veulent tous deux se reproduire pour transmettre leurs gènes. L'homme et la femme ont tous deux des physiologies et des mécanismes reproductifs différents. Il est donc naturel que les deux adoptent des stratégies sexuelles différentes pour optimiser au mieux leur propre physiologie à des fins reproductives. Ces stratégies, répétées sur des centaines de milliers d'années, finissent naturellement par avoir une incidence psychologique ancrée en nous. Ce désir instinctif, animal, de la reproduction est présent en nous. Mais moi je veux faire l'amour! Et les milliers d'années d'évolution derrière nous, ainsi que les différences de stratégies sexuelles employées par les hommes et les femmes, ont eu des conséquences sur la formation de nos cerveaux. Et si ce n'est pas la société qui crée ces différences, en revanche, c'est bien à la société de maîtriser ses désirs. L'idée pour Rochdy, ce n'est donc pas de dire que la sociologie est inutile, mais simplement qu'elle est incomplète. Et justement, en parlant de sociologie, contrairement à la biologie, c'est le cœur de tous les débats modernes sur le féminisme. Notamment notre culture occidentale, qui est mise à l'index et souvent présentée comme trop patriarcale. Ce terme de patriarcat occupe une place absolument centrale dans le récit d'une domination millénaire des hommes sur les femmes, et pourtant, selon Julien Rochdy, nous l'employons trop souvent à la légère, sans même le comprendre. Pour Julien Rochdy, ce terme, réservé autrefois aux experts en anthropologie comme Emmanuel Todd, est aujourd'hui employé à tout propos dans notre langage courant, sans faire ni l'objet d'un usage rigoureux, ni l'objet d'une démonstration historico-sociologique en bonne et due forme. Julien Rochdy note que le commencement du patriarcat est méconnu, mais presque toujours présenté comme une chute depuis le paradis perdu d'un matriarcat doux. Ce qui est tout de même un sacré paradoxe, puisque nous n'avons précisément presque aucune trace, ni de la naissance du patriarcat, ni de ceux qui le précédaient. Contre l'idée d'un patriarcat vu comme un putsch violent et illégitime contre la félicité matriarcale, Julien Rochdy défend plutôt l'idée que le patriarcat découle de fondements naturels et d'un environnement hostile des premiers temps. Et selon lui, ce sont les multiples dangers et la rareté des ressources qui a poussé les femmes d'alors à une organisation sociale, genrée, protectrice et efficace. Julien Rochdy propose ainsi une expérience de pensée. Il nous propose de prendre une militante féministe de notre époque, de la téléporter par une machine à voyager dans le temps à l'époque reculée des premiers hommes et de voir quel choix elle pourrait faire dans ce contexte. Selon lui, cette militante ferait exactement les mêmes choix que les femmes d'alors et serait, tout comme elles le furent, complice de la naissance du patriarcat. Il en conclut que ce choix n'était pas du tout idiot et qu'il garantissait au moins un semblant de sécurité et de confort dans une époque qui en manquait cruellement. Et qu'à l'inverse, aujourd'hui, nos militantes féministes ne peuvent se permettre de juger les femmes du passé que par méconnaissance de leurs conditions et l'excès de confort typique des douillets amphithéâtres universitaires. Mais pour comprendre vraiment le patriarcat, Julien Rochdy veut creuser absolument la question du pouvoir, car pour lui, c'est l'élément fondamental de l'organisation de la société. Et dans sa vision des choses, le pouvoir et la virilité ne font qu'un. Ce qui fonde le pouvoir pour Julien Rochdy, c'est l'aptitude à acquérir et à contrôler des ressources par la force. Pour le dire vite, selon Julien Rochdy, le guerrier, voire le pillard, incarne le pouvoir alors que le paysan et le fermier qui produisent pourtant les ressources ne l'incarnent pas. Cette perspective donne une très large prédominance à la capacité à exercer de la violence physique qui va de pair avec une certaine idée de la virilité dont Julien Rochdy affirme qu'elle est calquée sur la nature et a fondé la notion même de pouvoir. On pourra regretter ici que la question du pouvoir soit tranchée par un simple appel à la force,
Julien Rochdy fait du guerrier, le bellatores, le seul pouvoir consacré par l'histoire par opposition au travailleur, le laboratores, mais on pourrait lui reprocher d'avoir dédaigné un peu vite le cas des oratores et d'oublier un peu vite qu'Ulysse est resté à l'histoire comme l'homme aux 1000 ruses ou que la sagesse d'Aristote lui donna de former Alexandre le Grand. Quoi qu'il en soit, la force virile de Julien Rochdy trouve de rares incarnations féminines comme Catherine Sforza ou la reine Séminaris. Mais celles-ci sont rares pour des raisons naturelles, notamment hormonales, et assez logiquement, les femmes n'exercent que rarement un pouvoir de la même manière que le font des hommes, ce qui, si on accepte des différences biologiques entre les hommes et les femmes, est assez logique en réalité. Mais Julien Rochdy ne veut pas laisser aux féministes la conclusion habituelle qu'il n'y a jamais eu de pouvoir féminin. Il commence par signaler un problème de la sélectivité historique des féministes universitaires et médiatiques. Pour ce petit monde, pour cette petite caste, l'histoire est souvent limitée à l'histoire contemporaine d'une part, le plus souvent même à l'histoire de la bourgeoisie du 19e et 20e siècle. Il donne ainsi l'exemple d'un débat sur la question du corset féminin qui symbolise pour beaucoup l'oppression féminine du 19e siècle. Mais pour Julien Rochdy, c'est le 19e siècle tout entier qui était corseté et il explique qu'à la même époque, les vestes militaires masculines sont excessivement raides. Le corset n'est donc pas une contrainte du corps par les hommes contre les femmes, mais une variante féminine d'une contrainte du corps caractéristique de ce siècle. Et d'ailleurs, au XVIIIe siècle, sous la Régence, les robes féminines sont d'une grande légèreté, ce qui nous oblige à nuancer une grille de lecture du vêtement comme outil d'oppression. Ce qu'en conclut Julien Rochdy, c'est donc que le choix du corset comme emblème des vêtements féminins est un parti pris. Il va même plus loin et explique que, comme un chat qui retombe toujours sur ses pattes, le discours du féminisme idéologique peut en réalité expliquer tout et le contraire de tout. C'est une grille de lecture qui permet de dire d'un côté que la raideur des corsets prouve une oppression machiste et en même temps que l'ondulante légèreté des robes régence prouve qu'on méprisait les femmes et qu'on ne les pensait pas assez fortes pour porter de lourds vêtements. Par petites touches, Julien Rochdy essaye donc de faire réémerger l'histoire des femmes illustres pour nous montrer que chez les Grecs de Crète ou de Sparte, chez les Latins et les Celtes, chez les Mérovingiennes et chez les Carolingiennes, ou encore même à la Renaissance, il y a toujours eu des femmes influentes et illustres, respectées de leurs contemporains, et peut-être qu'elles ne l'étaient pas toujours pour les mêmes raisons que les hommes de leur époque, mais ceci nuance déjà grandement l'habituelle grille de lecture de la domination masculine. On note chez les féministes une obsession des sociétés primitives matriarcales qui seraient égalitaires, où les femmes chassaient et faisaient la guerre. Or, c'est probablement le pire contre son camp de toute l'histoire du féminisme. Déjà parce que ce sont des phénomènes minoritaires, et ensuite parce que toutes ces sociétés sont restées primitives. L'anthropologue Margaret Mead a par exemple étudié les Samoans. Elle les a décrits comme une société pacifiée et égalitaire dans laquelle il n'y avait pas de rapport de force entre les hommes et les femmes. Alors, vous voyez bien le twist arriver. Twist ! Les anthropologues qui retournaient voir les Samoans constataient une société ayant une rude morale sexuelle et dans laquelle les femmes devaient arriver vierges au mariage, sous peine d'être massacrées par les autres femmes de la tribu. L'idée avec ce fantasme des tribus matriarcales dans lesquelles aurait régné une parfaite égalité entre hommes et femmes, c'est de pouvoir dire que la différence entre les sexes n'est qu'une création de la société, que ça n'a rien à voir avec la nature humaine. Bref, qu'une telle société est possible. Un exemple typique de l'idéologie qui prend le pas sur la méthode scientifique. Le patriarcat a triomphé quasiment partout. Il est indispensable au développement des sociétés humaines et ce, quelle que soit la culture. Condamner les sociétés patriarcales, c'est aussi absurde que de condamner le pouce préhenseur au prétexte qu'il aurait servi à fabriquer des armes ou à commettre des meurtres, en omettant que c'est aussi grâce à ce pouce que tant de choses ont pu être construites et que les sociétés humaines ont pu se développer à ce point-là. Les sociétés patriarcales ont été sélectionnées parce qu'elles sont plus efficaces que les autres modèles de société. C'est tout. Un autre argument avancé par les féministes pour expliquer les différences entre hommes et femmes, c'est la plasticité cérébrale. Donc, la capacité du cerveau à remodeler ses connexions
en fonction de l'environnement et des expériences vécues par l'individu. Et pour les idéologues féministes, la plasticité cérébrale serait censée contredire l'aspect naturel des comportements des hommes et des femmes. C'est leur principal argument pour dire que les individus se déterminent davantage par rapport à leur culture que par rapport à des facteurs purement génétiques. Mais c'est pourtant précisément la sélection naturelle qui a rendu l'être humain apte à l'apprentissage culturel. Intégrer de l'acquis à l'inné, c'est précisément ce qui a rendu l'espèce humaine la plus efficace. Et la grande théorie des féministes par rapport à ça, c'est de dire que si on soumettait des garçons et des filles à la même éducation, on les élevait exactement dans le même environnement, sans faire la moindre différence entre les deux, il n'existerait plus de différence entre les sexes. Les féministes pensent que la différence entre hommes et femmes se situe uniquement au niveau du corps, sans parler du fait que certaines parties du cerveau ne sont pas soumises à la plasticité cérébrale. Pour reprendre un autre exemple de comportements qui ne dépendent pas de la plasticité cérébrale, les phéromones ont été découvertes dans les années 1870 par Cocorico, le français Jean-Henri Fabre. Terence Manmani les définit comme les substances produites par un organisme qui provoquent une réponse non apprise chez d'autres membres de la même espèce. Ici, il y a bien l'idée de non appris, c'est-à-dire que ces phénomènes produisent des réactions qui ne sont pas dues à des faits culturels, mais à des faits génétiques. Lorsque des femmes vivent en groupe pendant un certain temps, leurs cycles menstruels finissent par se synchroniser. C'est un phénomène qui a été observé dans les couvents, par exemple. Un phénomène qui s'explique par la présence de phéromones. Donc, des particularités biologiques chez les hommes et chez les femmes, ça existe. De même, c'est un fait avéré, les hommes mettent plus de temps à arriver à la maturité que les femmes. Ils grandissent moins vite, leur puberté commence plus tard et leur croissance dure plus longtemps. L'explication évolutive de ce retard serait la favorisation d'un report du développement des caractères sexuels secondaires chez le mâle jusqu'à ce qu'il ait assez de compétences sociales, comportementales, cognitives et physiques pour réussir au mieux dans la compétition sexuelle. On peut aussi ajouter à ça que les enfants garçons et filles n'ont pas les mêmes jeux. Alors, pour beaucoup de féministes, encore une fois, ce serait à cause de l'éducation, de la société, etc. Pourtant, on observe des différences de comportement et d'intérêt dès le plus jeune âge. Un exemple qui revient souvent, c'est le fait que dès les premiers jours de la vie, les filles ont plus tendance à s'intéresser au visage et les garçons aux objets. Difficile, encore une fois, d'accuser le complot patriarcal ici. Un dernier exemple, d'autres études ont révélé que les filles étaient naturellement plus empathiques et qu'elles réagissaient plus fortement que les garçons à la détresse des autres. Face à un danger, ont aussi tendance à réagir différemment. Une expérience réalisée à Rosen a montré que les jeunes enfants de 12 mois réagissent totalement différemment en fonction d'un objet jugé ostensiblement menaçant par leur mère. Alors que les filles s'en éloignent, les garçons ont tendance, au contraire, à chercher à s'en rapprocher. Ces différences de comportement entre hommes et femmes participent souvent de ce que le féminisme de notre temps appelle la masculinité toxique. Et c'est un point qui intéresse beaucoup Julien Rochdy parce qu'il ne croit pas du tout à la validité de ce concept. Il pourfend en particulier la thèse de l'identité sexuelle comme si c'était une simple idée en l'air. Si on voulait prendre du recul, je pense que c'est le concept d'identité tout entier qui est l'impensé suprême d'une certaine gauche, qui l'a réduit dans sa dimension filiale à un patronyme, dans sa dimension nationale à un passeport, dans sa dimension intime à un pronom préféré, dans sa dimension sociale à un relevé de compte bancaire ou un intitulé de métier, en somme qui réduit systématiquement l'identité à une carte abstraite et administrative sans jamais percevoir les reliefs et les vallées qui sont la raison même d'existence d'une carte en premier lieu. La masculinité toxique n'échappe hélas pas à cette règle. Julien Rochdy signale que des idéologues comme Olivia Gazalet, qui a écrit un livre intitulé « Le mythe de la virilité », n'expliquent toujours que comment déconstruire la masculinité sans jamais expliquer pourquoi la virilité existe en premier lieu, ni même pourquoi il faudrait la déconstruire. En s'intéressant au pourquoi, Julien Rochdy remet en lumière un contexte fait d'impératifs de survie, voire de violence, et rappelle qu'il n'y a pas de carte sans territoire.
Reprenant un découpage freudien classique entre le ça, le moi et le surmoi, il suggère que la masculinité n'est pas un ça animal et brutal, mais plutôt un surmoi qui cherche à contenir l'animalité brutale et à la canaliser. De sorte que supprimer des idéaux masculins ne fait pas disparaître la barbarie, mais ce qui la bride. Il ne fait pas disparaître les pulsions et les instincts, mais ce qui les sublime pour leur donner un visage humain. Ce visage humain, d'ailleurs, les femmes participent à le façonner, puisque la masculinité ne se construit pas en vase clos dans des espaces exclusivement masculins et que les femmes aussi définissent les codes de la masculinité. En effet, tout homme passe par une phase d'apprentissage et d'éducation qui se trouve être souvent une prérogative féminine. Julien Rochdy rejette l'idée naïve que les mères de famille éduqueraient depuis des siècles leurs fils à devenir virils par simple méconnaissance du concept de masculinité toxique. Pour lui, si les femmes participent à l'éducation des futures générations de garçons avec des codes de masculinité et de virilité standards, c'est qu'elles y trouvent un intérêt. Selon lui, dans une perspective de psychologie évolutionniste, cela pourrait être un intérêt de survie ou la perspective d'avoir une descendance plus nombreuse. Mais il n'y a pas que les mères de famille qui décident des codes de la masculinité. Pour le coup, Julien Rochdy met les pieds dans le plat. Pour lui, il existe une incontestable mauvaise foi féminine. Car les femmes choisissent bel et bien parmi leurs prétendants, et, s'amuse Julien Rochdy, rien ne serait plus efficace pour lutter contre le patriarcat et déconstruire la masculinité toxique que de tout simplement cesser de coucher avec ceux d'entre eux qui présentent encore insolemment toutes les qualités de la masculinité la plus immémorielle. En renvoyant la balle dans le camp des féministes, Julien Rochdy met en évidence qu'une partie de leur discours sur la déconstruction de la masculinité relève de la plus pure hypocrisie. Pour être honnête, Julien Rochdy va assez loin dans sa tentative pour prouver l'existence d'une féminité civilisatrice. Il va par exemple jusqu'à proposer une réinterprétation déroutante du récit biblique de la Genèse. Il présente ainsi le récit de la chute comme une transition métaphorique entre paléolithique et néolithique, et Ève comme celle qui, en cueillant le fruit de l'arbre de la connaissance, a initié la civilisation humaine. Cette figure d'Ève, il lui donne une place centrale et il souhaite la réhabiliter, je cite, « On a condamné plus tard la femme avec Ève pour nous avoir fait expulser du paradis, mais il est possible de changer d'interprétation et de comprendre que nous lui devons, par les connaissances par elle et pour elle, l'émergence même de la civilisation. » J'ai été personnellement un peu surpris par cette glorification de la transgression originelle, mais je laisserai le soin d'évaluer cette réinterprétation de la Genèse aux théologiens. Finalement, pour en finir avec le patriarcat, on peut dire que la position de Julien Rochdy, c'est que, pour peu qu'on élargisse la perspective historique, les femmes ont à la fois participé à la civilisation, au code de la masculinité et aux grandes décisions de l'humanité. Et que si chaque époque comporte son lot de souffrances et de troubles, ce n'est que grâce à la paix, la sécurité et l'abondance des ressources de notre époque qu'il nous est désormais possible de relâcher les exigences à la fois vis-à-vis des hommes et des femmes. Pour conclure, il me semble important de préciser que l'idée de Rochdy, ce n'est pas d'opposer strictement culture et nature. Évidemment que la culture a aussi une incidence sur les goûts, les désirs et les comportements des deux sexes. Il faut bien comprendre, en revanche, que l'explication culturelle, prise seule, est insuffisante. Si certains refusent l'approche naturaliste, c'est en grande partie parce qu'il y aurait quelque chose de profondément déprimant à se dire que l'on est déterminé par la nature. Or, ce n'est évidemment pas comme ça qu'il faut envisager les choses. Pour reprendre un exemple de Rochdy, si on vous dit que vous avez une tendance à la violence, vous allez pouvoir diriger cette violence, cette énergie vers des choses saines, le sport, la compétition, la création, le travail, etc. En revanche, si on vous dit que ce n'est pas votre faute, que c'est celle de la société, essayer de vous contrôler risque d'être très difficile. La société sera responsable de tout et vous, de rien. Avoir conscience du caractère naturel, héréditaire, chez l'être humain, c'est la seule chose qui puisse conduire à la liberté. C'est la meilleure des manières de dresser l'animal qu'il y a en nous. Reviennent aujourd'hui avec fureur des comportements brutaux, des femmes objets et des relations primitives. Il fallait s'y attendre, non en raison de la persistance de schémas traditionnels, mais parce que sous les pavés de la civilisation grouillent toujours les sables mouvants de la sauvagerie. Et pas, comme on veut nous le faire croire, la plage fantasmée de l'émancipation. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu parce qu'elle est divisée en deux parties.
Moss et moi, on ne vous a parlé que des 2 premiers chapitres du livre. La suite arrive dans la semaine, alors je vous dis à très bientôt. Je profite de l'occasion que me donne Modin pour vous parler d'un livre qui répond à plusieurs questions soulevées par ces dernières vidéos. D'une part, c'est un livre qui m'a donné des clés pour comprendre comment nous en sommes arrivés dans le monde décrit par Theodor Dalrymple, et d'autre part, ce livre m'a permis de nuancer l'apologie du capitalisme qu'entonne Kiyosaki dans Père riche, Père pauvre. Ce livre, c'est « Vous ne posséderez rien, l'État servile » d'Hilaire Belloc. Belloc était l'ami inséparable de Chesterton que vous avez pu découvrir dans une précédente vidéo pour son livre Orthodoxie. Belloc avait anticipé en 1912 que la mise en place de l'État-providence allait développer une société à la fois d'assistés et de servilité, composée à une écrasante majorité de gens qui craignent avant tout non pas de perdre leur âme, mais de perdre leur job, voire leur bullshit job, voire tout simplement leurs allocations. C'est dans le titre, c'est pour cela que cela s'appelle l'État servile. Mais Belloc ne souhaite pas que les gens meurent de faim et que l'on reste dans un capitalisme sauvage, soumis à une compétition impitoyable dont le credo serait malheur aux vaincus. Non, et c'est là où c'est original. Belloc et Chesterton ont bataillé pour tracer une 3e voie entre le capitalisme des multinationales et le socialisme étatique. Et cette voie, c'est le distributisme. Le problème du capitalisme, disait Chesterton, c'est qu'il n'y a pas assez de capitalistes. Ce que soutient Chesterton, et Belloc avec lui dans cette formule, c'est la défense de la libre entreprise, mais à une échelle humaine, non pas à l'échelle gigantesque des grands trusts ou des grands complexes industriels soviétiques. Ce que propose Belloc, c'est précisément ce à quoi la plupart d'entre nous aspirent, c'est-à-dire ni l'assistanat, ni la vie de grand patron, mais simplement de pouvoir vivre dignement de son labeur comme un petit propriétaire responsable, frugal et travailleur. Sauf que pour cela, il faudrait distribuer non pas les richesses produites sous forme d'allocations ou de dividendes, mais distribuer les moyens de production de ces richesses. Il ne faudrait pas mieux partager le gâteau, mais apprendre à tout le monde à en cuisiner un. C'est cela le sens du distributisme, et à défaut d'avoir cet horizon, à moins de devenir un mania obscène, on risque bien d'être salarié exploité toute sa vie ou de vivoter d'allocations et de finir d'une manière ou d'une autre comme l'un des patients du docteur Dalrymple. Pour en savoir plus sur ce livre inédit en français, je vous invite à consulter la page Tipeee des éditions Carmin qui est en description. Vous avez jusqu'à début décembre pour participer et précommander ce livre au format papier, audio ou électronique à votre choix. N'hésitez pas à soutenir cette belle initiative.